Bonjour, je suis Étienne Gandou, développeur informatique. Bienvenue à ce nouvel épisode où nous allons encore partager l'expérience par rapport aux applications que je développe. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'assez particulier parce que nous n'allons pas présenter une application, mais nous allons parler un peu de tout ce cheminement, les flots qu'il y a à chaque fois dans les processus de création d'une application. Parce que l'application, généralement quand je vous présente mes applications, c'est plus par rapport à la partie développement, par rapport au concept en eux-mêmes. Mais avant d'en arriver au développement de l'application elle-même, il y a tout un cheminement, il y a tout un flow qui est suivi pour y arriver. Et la question qu'on peut se poser tout d'abord, c'est pourquoi est-ce qu'on développe une application? Pourquoi est-ce qu'on écrit des programmes? Généralement, c'est pour apporter, lorsqu'on a affaire à des tâches qui sont répétitives et qui constituent une espèce de routine et pour lesquelles on a une masse importante de données à gérer, il est intéressant de recourir à une application informatique parce que c'est vrai que nous sommes des humains, nous avons des capacités pour pouvoir gérer certaines situations, mais lorsque nous nous retrouvons face à des données qui sont d'un volume très important et qui exigent un temps de traitement important, donc un temps de traitement rapide, donc il est important de pouvoir s'aider en utilisant des applications informatiques. Mais lorsque généralement les applications sont écrites, et c'est tout un processus qui se déroule. Et nous allons voir aujourd'hui, étape par étape, comment cela se passe. Généralement, cela commence par une analyse. Une analyse, c'est nous avons un cas et nous allons essayer de comprendre comment est-ce que ce cas tel qu'il est utilisé manuellement, comment est-ce qu'on peut l'automatiser entre guillemets pour avoir de l'efficacité et pouvoir le gérer de manière optimale. Et cette analyse fonctionnelle, souvent, elle commence par les recensements de toute la documentation dont on a besoin et créer une sorte de cahier des charges approfondi qui est défini le plus souvent avec les clients, c'est-à-dire l'utilisateur final qui va utiliser cette application. Car le dialogue avec l'utilisateur est très important parce qu'une application n'est efficace, elle n'est bonne que si l'utilisateur en retrouve un quelconque intérêt ou que cette application lui apporte une plus-value dans son travail de chaque jour. Parce que si il trouve que par rapport à la procédure manuelle qu'il a utilisée, qu'il gagne en efficacité et en temps par rapport à l'application informatique qu'il va gérer, là, on peut parler d'une réussite. Mais pour ça, dès le départ, il faut, comme je l'ai dit, pouvoir procéder à une analyse très profonde. Pourquoi? Parce que de cette analyse détermine les succès de l'application. Le plus on creuse, le plus on rassemble les informations par rapport à cette application, à la fin, les utilisateurs pourront se retrouver. C'est vrai que quelquefois, on va peut-être rompre la manière de travailler avec la procédure manuelle et essayer de faire changer les habitudes par rapport à l'application qui est écrite, mais il est important que les raisonnements en lui-même, la logique manuelle, soit retranscrite dans l'application qui sera développée. Et pour ceci, je voudrais prendre l'exemple de l'application que je vous ai présentée il y a quelques temps, en l'occurrence Hospital Management. Il s'agissait d'une application, comme cela sous-entend, c'est une application qui concerne le fonctionnement d'un hôpital. Et j'ai pris pour cas les flots, par exemple, lorsque les malades sont admis, il y a un certain nombre d'activités qui sont faites, c'est-à-dire on va créer une espèce de fiche signalétique par rapport au malade et après le malade, on lui assigne un médecin et qu'est-ce que le médecin va faire? Le médecin va faire son travail, il va l'examiner et il va poser un diagnostic et après ce diagnostic, il va proposer un traitement. Et dans ce même cheminement-là, on peut prendre ces raisonnements et les transposer dans la manière où on va créer l'application, c'est-à-dire on va prévoir une succession d'actions. Donc, première étape, enregistrement du malade. Deuxième étape, on lui assigne un médecin. Troisième étape, le médecin fait les diagnostics. Et quatrième étape, il y a le traitement qui est fait. Et pour cela, on peut créer deux tables. Et la première table qui va renfermer la fiche signalétique du malade. Et dans la deuxième table où on va lui assigner un médecin, dans cette table, on va prendre comme la clé primaire dans
du malade dans la fiche signalétique sera la clé secondaire dans la table où on va lui assigner le médecin. La même chose aussi pour lorsque le médecin lui est assigné, que ce médecin pose un diagnostic. Donc on aura aussi une troisième table pour les diagnostics. Et la table diagnostic aura deux clés étrangères. Ça sera la clé évidemment du malade lui-même et la clé du médecin qui va poser les diagnostics. Et dans la quatrième table, dans ce cheminement-là, on aura trois clés étrangères. On va avoir la clé étrangère du malade, la clé étrangère du médecin qui pose les diagnostics, et on va avoir aussi la clé qui se réfère au diagnostic. Pourquoi est-ce que ce traitement est proposé? Le traitement est proposé par rapport à un diagnostic qui a été posé. Voilà un peu ce cheminement logique qui est fait avant de pouvoir... On essaie de respecter la logique telle que la procédure s'est faite manuellement, mais cela est traduit dans le langage qui permet de pouvoir correspondre à ce que l'application va fonctionner. Ces flows nous permettent un peu de comprendre comment cela fonctionne. Donc, il y a un cheminement. Les flows, en fait, vous voyez, c'est la manière dont un processus se déroule à travers différentes étapes. Et après que ce travail est fait, ce travail de base de l'analyse, il est très important. Parce que c'est lui qui détermine en fait le succès de l'application. Parce qu'une mauvaise analyse qui est faite, et à la fin, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que les utilisateurs vont se retrouver devant un produit qui ne correspond pas à qui ne correspond pas à leurs attentes. Et cela peut aller même jusqu'à un rejet, ça arrive souvent. Et dans ce cas-là, malheureusement, on est obligé de revenir, de recommencer encore à travailler, ce qui est une énorme perte de temps. C'est comme ça qu'actuellement, on parle de ce qu'on appelle les DevOps, c'est-à-dire ceux qui font le développement et les opérations peuvent travailler de manière concomitante pour qu'ils soient régulièrement en contact. Parce que vous imaginez bien que ceux qui font les opérations, lorsqu'ils ont déjà défini les cahiers des charges définis, et ceux qui font le développement vont jusqu'au bout, ils finissent le travail, et à la fin, ils se rencontrent, ils se retrouvent avec ceux qui font le développement, ils se rendent compte que voilà, les produits ne correspondent pas à ce qui a été demandé. C'est pourquoi il est très important dès le départ que ce travail d'analyse soit fait avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de rigueur, et seulement après, on peut passer à l'étape suivante, qui est celle de la conception. Et dans cette étape de la conception, c'est un travail qui consiste à déterminer les solutions techniques qui permettent de satisfaire ces cahiers des charges. Les solutions techniques, c'est par rapport au qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'il peut arriver quelquefois qu'on se retrouve devant une demande des clients, on se rend compte que développer l'application par soi-même va avoir un coût extrêmement élevé. Et si à côté, sur le marché, il existe un produit équivalent, bon marché, qui peut facilement répondre à cette demande-là, il est normal de ne pas hésiter d'acheter. Parce que par expérience, je me souviens, j'avais travaillé à un endroit où il était demandé de faire une enquête et oui, créer une application aurait demandé énormément d'énergie et de ressources, mais il existait une solution alternative qui était bon marché. Et on avait fait ce choix-là de recourir à une tierce partie. Donc, la solution n'a pas été développée en interne. Nous avons eu recours à une autre entreprise qui proposait ces solutions-là. Et cela a été fait et les clients étaient satisfaits. Donc, vous le voyez, dans cette étape de conception, il faut aller vers une espèce de balance. On essaie de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui peut être fait, et quel est le coût? Parce que développer un programme, un logiciel a toujours un coût. Il a toujours un coût parce que c'est vrai qu'on se fixe un certain nombre d'objectifs, mais il peut arriver qu'on va au-delà. On va au-delà et les nombres de jours qui sont... Si on peut finir avant, c'est très bien, mais il faut aussi prévoir la possibilité qu'on puisse aller au-delà. Pourquoi? Parce que les cahiers des charges peuvent être modifiés en cours de route et cela va exiger d'autres ressources. Parce que dans cette étape de la conception, on va choisir quel type de technologie on va utiliser. Est-ce que ce sera une application qui va être genre service? Est-ce que ce sera une application qui va être du genre site internet qui va fonctionner sur intranet? Et quelles sont les technologies qu'on va utiliser?
Et comment est-ce qu'on va marier cela? Est-ce que ça va être une sorte d'application complète, c'est-à-dire une application qui tourne sur une intranet, qui peut être mis en relation avec d'autres applications existantes déjà, et cela va se faire via des services. Et cela engendre toujours un coût, et c'est pourquoi toutes ces étapes sont très importantes pour arriver à un résultat vraiment efficace. Et à cette étape de la conception, et lorsque on a fait des choix par rapport aux technologies, qu'est-ce qu'on va utiliser, quel type de base de données, quelle technologie on va utiliser, est-ce qu'on va utiliser, moi généralement je programme dans C#, quel genre d'application ça va être? Est-ce que ça va être une application web? Est-ce que ça va être une application qui va tourner sur desktop? Est-ce une application qu'on peut étendre également pour aller vers des appareils? Est-ce qu'on peut en faire une application mobile entre guillemets? Donc c'est au niveau de la conception que tout ceci est décidé et mis en marche, et on voit exactement quels sont les moyens et quelles sont les technologies dont on a besoin pour mettre en place les projets dont il est question. Et souvent, c'est là, il en résulte des diagrammes d'architecture, hein, une description du modèle de données et les diagrammes des classes. On parle ici d'architecture par analogie à l'architecture qu'on voit dans la construction des bâtiments. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un programme informatique n'est pas un tout. Hein, je veux dire que un programme informatique aujourd'hui, c'est un assemblage, hein, des composants qui viennent d'un peu partout. Lorsqu'on développe une application, par exemple, lorsque j'ai fait Hospital Management, c'est vrai que j'utilise, pour les bases de données, j'utilise SQL Server, et le langage de programmation, c'est C#, c'est une application du type MVC. Mais pour rendre l'application un peu plus interactive, j'utilise également un peu du JavaScript. Hein. Dans les grilles de vue que je fais, j'utilise un peu du JavaScript pour rendre les pages dynamiques, pour dynamiser les pages en sortie. Donc, ce n'est pas un tout, c'est un ensemble de composants qui viennent d'un peu partout. Et dans la conception, il est très important de voir comment est-ce que on va, les dépendances qu'on va créer. Les dépendances, pourquoi? Parce qu'il y a des composants qui viennent de différents endroits. Comment est-ce qu'on va marier ces composants? Parce que ces composants, ils sont de différentes versions. Et très souvent, certains deviennent obsolètes. Donc, il faut procéder à des choix pour savoir si je choisis ces composants, combien de temps me reste-t-il? Parce que ce sont des composants qui sont développés par exemple, si c'est un composant qui vient de Microsoft, il va vous dire le temps de soutien pour ces composants est peut-être de 2 ans ou 3 ans. Et lorsqu'on fait un tel choix, donc on est tenu pour les besoins de sécurité de penser déjà à une mise à jour dans les 2 ans qui viennent. Et cela implique également un coût supplémentaire. D'où l'importance dès le départ de faire des choix qui permettent, tout dépend aussi des moyens dont on dispose. Si on a des moyens conséquents, on peut se permettre de faire des choix, mais il est très important de faire des choix qui permettent d'avoir une vue à court terme, de manière à ce qu'on ne soit pas surpris. Il peut arriver qu'on utilise certains composants, et cela arrive souvent, on se rend compte que l'application ne fonctionne plus, et qu'on a des fautes qui sont engendrées. Pourquoi? Parce que certains composants qui sont devenus obsolètes, et lorsque on veut les utiliser, et dans les navigateurs souvent, hein, et si le navigateur a changé, il arrive que des nouveaux navigateurs ne supportent plus d'anciennes dépendances, et lorsqu'on veut exécuter par exemple une page, on voit que cela engendre des fautes. Et pour cela, il faut penser à comment est-ce que la mise à jour sera faite pour que effectivement l'application ne puisse pas continuer à fonctionner avec des composants qui sont devenus obsolètes. Et dès que cette étape de la conception est finie, on peut maintenant passer à l'étape proprement dite. Celle dont je vous parle régulièrement, c'est celle de la construction de l'application. La construction, ça occupe pratiquement, je peux dire, 60% du temps. La construction, c'est le développement en fait en lui-même. C'est comme le travail du maçon, ou bien qui va sur les chantiers, qui va effectivement commencer à exécuter les travaux que les cabinets d'architectes ont conçus. Et c'est ce travail-là qui va occuper à peu près 70% du temps. Et c'est un travail qui est très important. Hein. Il faut faire des choix et il faut respecter ce qu'on appelle certaines méthodes qu'on appelle des méthodes agiles. Hein. C'est-à-dire
il y a par exemple ce qu'on appelle les solides. Les solides, ce sont des principes qu'on utilise lorsqu'on veut développer une application qu'elle soit efficiente. Hein. Donc, il y a certains principes qu'on doit respecter, comme les principes de la dépendance injection, les Liskov, il y en a énormément. Mais ces principes-là sont importants. Pourquoi? Parce que les codes tels qu'on l'écrit, il doit être vu comme une interface graphique. Parce que je me souviens, lorsqu'on est jeune développeur, il y a très longtemps, quand j'ai développé une application, j'étais très content de me dire « Ah, voilà, ça marche ». Mais ça ne suffit pas. Il faut que les codes qu'on écrit, je veux dire, respectent certaines normes, certains principes. C'est très important. Parce que, supposez que un autre développeur ou quelqu'un d'autre vient travailler sur l'application. Et lorsqu'il va voir les codes, il faut qu'il comprenne exactement de quoi il s'agit. Et lorsqu'on écrit les codes en respectant ces principes qui sont connus, ces principes qui sont bien établis, eh bien, si c'est un développeur qui vient d'une autre équipe ou quelqu'un qui vient d'ailleurs, il comprendra directement parce que ce sont des principes qui sont connus et établis et acceptés de tout le monde. Et il est aussi très important de pouvoir commenter les codes. Il faut faire des commentaires pour expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis cette variable-là, pourquoi est-ce que j'ai déclaré cette classe, pourquoi est-ce que j'ai déclaré cette interface. Donc, il est très important de pouvoir écrire ce qu'on appelle les clean codes, hein, comme on le dit actuellement. Les clean codes, c'est un code qui doit être lisible. On parle de clean code à l'opposition d'un code qu'on peut appeler un code spaghetti. Les codes spaghetti, vous voyez les spaghettis, comment il est entremêlé. Eh bien, il arrive des fois que lorsque vous arrivez sur une application, vous voyez l'interface graphique, ça fonctionne bien. Mais dès que vous allez dans les codes, vous voyez que c'est un véritable enchevêtrement de tout. Vous ne comprenez pas. Et quels sont les désavantages de cela? Ça va demander énormément de temps. Si on appelle quelqu'un d'autre pour faire des modifications ou faire des modifications à l'application, ça va lui prendre énormément de temps pour pouvoir comprendre la logique du code tel qu'il est écrit. Pourquoi est-ce que certains choix ont été faits et cela va retarder le travail. Donc les clean codes, c'est très important et ça permet, puisqu'on part du principe que personne n'est irremplaçable et personne ne devrait être irremplaçable. Donc lorsqu'on écrit un code, les codes doivent être lisibles et être accessibles à tous ceux qui peuvent y accéder et dès qu'ils voient, ils comprennent directement de quoi il s'agit. Si par exemple vous écrivez un code qui va par exemple créer et exécuter, qui va par exemple travailler sur la dépendance injection, on va voir directement. Voilà la définition. La définition souvent elle est faite via une interface et l'implémentation elle est faite via une classe. C'est ça un peu le principe. On sait que l'interface par exemple, les types interfaces, donc c'est un contrat. Lorsque une classe hérite d'une interface, elle doit implémenter complètement toutes les propriétés de la classe et toutes les méthodes. Donc ce sont les principes assez basiques que toute personne qui vient travailler, qui écrit un code, je vais dire un développeur qui écrit un programme destiné à être utilisé dans un environnement quand même assez conséquent, de pouvoir respecter, c'est très important. Parce qu'il faut céder à cet enthousiasme de dire, voilà, puisque ça marche, pourquoi est-ce que je dois m'embarrasser de tout cela? Non, c'est très important de pouvoir écrire des clean codes. Et c'est une exigence aujourd'hui qu'on voit un peu partout. Lorsque il y a des offres, des propositions d'emploi qui sont faites, on demande généralement à ceux qui viennent d'être en mesure d'écrire des clean codes et également d'écrire des tests. Donc écrire des tests, lorsque le code est écrit, à la fin il faut procéder à des tests. Pourquoi les tests? Parce que une application n'est jamais totalement finie. Parce que on peut l'écrire pour des scénarios bien prévus à l'avance, mais il peut arriver en pratique qu'on se retrouve devant d'autres scénarios imprévus. Par exemple, par rapport au caractère cyrillique ou bien au caractère en français, par exemple, vous voyez, il y a certaines lettres qui ont des cédilles, il y a certaines lettres qui ont des apostrophes. Et pour cela, lorsque des fois, on se retrouve dans certaines situations, donc il faut prévoir cela, qu'on peut écrire, lorsqu'on va saisir les données en entrée, on va se retrouver avec des noms à consonance peut-être des Balkans qui ont une certaine manière de les écrire. Donc il faut
bien prévoir toutes ces situations qui peuvent arriver. C'est pourquoi il est important de procéder aux tests lorsque les tests sont faits et on peut généralement, lorsque l'application passe le cap des tests, donc on peut penser que l'application peut être, elle peut passer vers une autre phase, va être utilisée. Bien que les bugs, on les retrouve toujours et souvent ce qui arrive, c'est que les clients, lorsqu'ils utilisent l'application et qu'ils voient qu'elle lui apporte un certain intérêt, il va également venir avec de nouvelles exigences. Il va dire, non, est-ce que vous pouvez ajouter ceci? Est-ce que vous pouvez, par exemple, mettre une nouvelle fonctionnalité? Et dans ce cas-là, ça veut dire que la phase d'appropriation a réussi. Parce que faire quitter une personne sa zone de confort, c'est-à-dire qu'il est habitué à travailler d'une manière, et les convaincre de faire les choses autrement, c'est toujours assez difficile. Et lorsqu'on y arrive à les convaincre à aller de cette manière-là, ça veut dire déjà qu'on est sur les bons chemins. Et c'est ce qu'on appelle, et cette étape, la dernière étape que je peux dire en quelque sorte, elle s'appelle, donc on peut appeler ça comme une sorte de recette. Hein, et divers contrôles sont effectués avant que les programmes lui-même soient mis à disposition des utilisateurs. Et il faut aussi penser à rédiger la documentation nécessaire qui va permettre à toute personne qui arrive de comprendre de quoi il s'agit. Il y a une documentation, on va rédiger une double documentation. Il y a une documentation qui est prévue pour les utilisateurs et une autre documentation qui est prévue pour d'autres développeurs qui peuvent éventuellement venir travailler sur l'application. Là, on parle des Software Architecture Document, c'est-à-dire c'est un document qui reprend l'architecture de l'application. Là, on va parler de l'architecture, on va parler du schéma de la base de données, on va présenter toutes les classes telles qu'elles sont présentées et on va également parler du flow, on va parler des technologies qui sont utilisées et les composants. Si on a acheté des composants tiers, parce qu'il arrive des fois que pour gagner en efficacité, aller plus vite, lorsqu'on veut développer un composant, on se rend compte que ça va nous faire perdre du temps. On peut en acheter. Il y en a plusieurs. Il y a des sites qui proposent des composants comme des Grid View, des Datetime Picker. Il y a Syncfusion. Il y en a plusieurs comme ça qui offrent des composants, mais dont les prix est quand même assez prohibitif, il faut dire. Mais ce sont des composants qui sont extrêmement bien faits, qui sont bien finis et qui permettent généralement d'avoir un rendu vraiment qui est très bien à l'affichage. Et puis ces entreprises-là offrent souvent un accompagnement pendant tous les moments d'utilisation. Au cas où on a une difficulté, on peut toujours faire appel à eux et ils vont vous guider pour avoir des solutions par rapport à ce dont vous avez besoin. Voilà un peu succinctement ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Comme vous le voyez, souvent je ne parle que de la présentation. Je présente un peu les flows de l'application et puis après on va dans les codes, on voit comment tout cela est mis en place. Mais il y a au préalable différentes étapes qu'on doit passer pour arriver à créer une application. Le plus important, c'est il faut comprendre les use cases. On écrit l'application pour qui, pourquoi, et quel type de technologie on va utiliser. Donc la première étape, c'est l'analyse. On va rédiger un cahier des charges assez exhaustif qui comprend toutes les exigences des utilisateurs, bien que parfois, les plus souvent, certaines exigences vont venir par après. Mais si on en a déjà pris une bonne partie, ça permet à la fin de ne pas avoir Parce que lorsqu'on fait un choix dès le départ pour pouvoir programmer, il est bien de s'en tenir à ces choix. Vous imaginez lorsqu'on a déjà fait un choix et qu'on est déjà énormément avancé dans une application, il ne s'agit pas seulement de l'informatique. Lorsque vous voulez aller quelque part, si vous pensez avoir pris les bons chemins et que vous êtes déjà à 70% du parcours, si on vous dit non, monsieur, malheureusement, vous êtes sur une mauvaise direction, il faut retourner au point de départ, vous vous rendez compte. Donc s'il faut retourner encore au point de départ, c'est énormément de temps perdu et cela a un coût, cela a toujours un coût. Si on fait une marche de 10 km et on est à 70% du parcours, on vous dit de retourner au point de départ, vous voyez, cela a un coût. Donc physiquement, on va sentir que
Voilà, c'est pénible. Donc la même chose aussi lorsqu'on développe une application, il faut dès le départ opérer des bons choix, des choix qui soient convenables, qui conviennent parfaitement au cas dont il est question. Et cela vous permet d'avancer, d'aller le plus loin possible et d'être en phase avec les utilisateurs à la fin lorsque l'application est finie, bien qu'à la fin il y a toujours certains points qu'il faut affiner, mais à la fin on arrive à se retrouver et il y a toujours ce qui importe, c'est la satisfaction du client, parce que il importe, c'est ça le plus important, quelle que soit la complexité, quel que soit les temps qu'on met à développer une application, mais cela n'est utile que si l'utilisateur final en retrouve un quelconque intérêt. Et il faut que l'interface, l'application soit intuitive, l'interface graphique soit qu'elle soit accessible à l'utilisateur. Hein. Ce qui compte, la complexité, tout ça, la manière de l'écrire, ça c'est le travail de celui qui développe. Mais pour l'utilisateur, il faut qu'il y ait la simplicité. Hein. Comme Léonard de Vinci disait, la simplicité, c'est la sophistication ultime. Donc ce qui est simple pour l'utilisateur, eh bien, même si derrière il y a une complexité ultime qui est derrière, cela ne concerne que celui qui va développer l'application. Mais il doit créer en sortie des conditions qui mettent l'utilisateur dans des conditions d'utilisation optimales. Voilà un peu de quoi il s'agissait aujourd'hui. Voilà, nous avons fait le tour. Il n'y avait pas d'application à présenter aujourd'hui, mais c'est juste vous parler du parcours qu'il y a, les temps qu'on met, les cheminements qu'il y a à suivre pour développer une application et aller jusqu'à sa fin. Voilà, je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous accordez à ceci et je vous fixe rendez-vous à un autre épisode. D'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine.